La naissance du monde chez les Turcs et les Mongols par Jean-Paul Roux. Entre le monde indo-iranien et le monde chinois, les peuples turcs et mongols de l'Asie centrale, groupes principaux de la famille altaïque, tiennent une place médiane qui leur a donné un rôle historique important. Quoique évidemment beaucoup plus ancien et accessible par des textes étrangers, surtout chinois, ils ne sont connus directement par leurs propres inscriptions qu'à partir du 7e siècle de notre ère. Dès cette date, ils commencent à être le véhicule des religions et des cultures. Cette circonstance explique pourquoi la majorité d'entre eux a rapidement abandonné ses croyances traditionnelles pour embrasser celles de ses voisins d'Orient et d'Occident, ou du moins les a laissées profondément s'altérer. Elle fait comprendre également pourquoi nos sources d'information sont plus souvent étrangères qu'indigènes. Nous ne considérerons ici que les groupes humains pré-musulmans et pré-bouddhistes, paléoturcs des 7e et 8e siècles, mongols Gengis Khanid du XIIIe siècle, et les tribus isolées qui ont conservé jusqu'à nos jours leur chamanisme ancien. Traces de cosmogonie animiste dans l'islam turc. Néanmoins, il y a lieu de se souvenir que l'on peut découvrir un riche substrat animiste dans l'islam anatolien, et sans doute aussi ailleurs, en particulier dans les ordres religieux. L'étude de celui-ci reste à faire. L'Anatolie, c'est la Turquie, en fait. Signalons pourtant les tendances des Bektachis, dont l'origine non musulmane est certaine et qui viennent en partie de Fadallah Hurufi, né en 1339 à Astérabad, dans la Perse du Nord, et de sa secte chiite. Selon le Marem-Nameh, qui résume la doctrine hurufite, l'univers est éternel et se meut suivant un mouvement rotatif ininterrompu mais cyclique. Je ne puis que remarquer la présence de 3 idées turques fondamentales en cosmologie archaïque: éternité, rotation, cycle. Il serait aussi intéressant de rechercher chez les Kizilbash, Alaouis égale Alévi, d'Asie mineure, dont la religion semble être le reste de croyances païennes mélangées à un christianisme formel, recouvert du turban de l'islamisme, les conceptions cosmogoniques. Une note instructive de A. Golpinarli et P. N. Boratav évoque la création d'un océan primordial. Il existe aussi des thèmes ancestraux chez les Kazakhs, les Bouriates et les Kalmouks. Il m'est malheureusement impossible d'en tenir compte actuellement. Les récits arabes, persans et chinois sont riches d'enseignements, mais il est parfois difficile de les accepter sans réserve. On s'en rend bien compte en examinant la transmission et le contenu d'une légende telle que celle résumée ci-dessous. Un mythe turc du premier homme d'après Abu Bekr Babdallah. Au XIVe siècle, l'Égyptien d'origine Kipchak Abu Bekr Babdallah rapporte, selon une traduction arabe de Djibril Batizu, IXe siècle, une version persane, traduite d'un original turc, de la création du premier homme. Dans une caverne des confins de la Chine, les eaux inondent une grotte et y entraînent de la glaise qui emplit une fosse de forme humaine. Sous l'effet de la chaleur solaire, le moulage prend vie. L'opération se répète une deuxième fois, mais, la cuisson étant incomplète, l'être formé n'est plus mâle, mais femelle. Un couple peut dès lors s'unir. Le thème de la grotte. J'adore. T'es incomplet, donc t'es femelle, quoi. Super. Superbe. Mais c'est beau quand même, hein, c'est une belle allégorie, hein. En fait, ce que ça veut vraiment dire, c'est pas que la femme est incomplète, c'est que la femme est humide et l'homme sec. C'est ça, en fait. Un couple peut dès lors s'unir. Le thème de la grotte matrice jouant un très grand rôle dans les mythes altaïques anciens, il se peut que cette légende, parvenue à travers tant de traductions,
soit l'écho de quelques récits turcs. Dans l'état actuel des études altaïques, il est impossible de conclure quoi que ce soit avec des chances de certitude. Je n'ai donné ces indications qu'à titre d'exemple. Les documents médiévaux indiscutables qui sont en notre possession sont très pauvres. De leur examen, nous pouvons conclure que, ni pour l'univers ni pour l'homme, l'idée de la création n'était élaborée. On constate seulement l'existence et son origine sans la rattacher à une divinité. C'est intéressant. La jeunesse de l'Orkhon. Les deux grandes inscriptions impériales de Kol Tegin et de Bilga Kagan, trouvées en Mongolie à proximité de la rivière Orkhon et datées respectivement de 732 et 735, commencent par cette déclaration, que nous nommons en général jeunesse de l'Orkhon. Quand en haut le ciel bleu, en bas la terre sombre se furent formés, entre les deux apparurent les fils de Kishi, les fils de l'homme. Sur les fils de Kishi, mes ancêtres Bumin Kagan et Istami Kagan régnèrent. Il se peut qu'une première évolution fasse apparaître l'idée du ciel créateur dès l'époque mongole, puisque celui-ci, considéré comme le grand dieu, Tangri, est alors toujours nommé éternel. Pour les humains pris collectivement, les notions turques ne sont pas plus claires. À une époque grave de l'histoire, les frères cadets ne furent pas faits semblables à leurs frères aînés. Les fils ne furent pas faits semblables à leur père. Quand on philosophe sur la mort, inévitable, puisqu'il y a eu naissance, on dit seulement. Le dieu temps gouverne. Les fils de Kishi, les humains, ont tous été formés pour mourir. Ou encore, de par ma nature, ayant été formé homme d'ici-bas, que je meurs, c'est dans l'ordre des choses. Pour des groupes plus privilégiés, ou mieux définis, c'est-à-dire pour des peuples précis parlant d'eux-mêmes, l'origine est végétale ou animale, voire minérale. Mais d'où viennent végétaux, minéraux, animaux, nous l'ignorons. Origine tribale. Ce sont des informations non altaïques qui nous font connaître, avec force détail d'ailleurs, la jeunesse des tribus. Aucune d'entre elles ne cherche à remonter à l'origine des temps. Elles supposent toute une existence préalable, agissant parfois seule, parfois avec l'aide physiologique d'un homme ou d'une femme. Quoiqu'il soit malaisé de dater la formation de la légende transmise par les annales chinoises, il semblerait que le thème le plus ancien se contente de raconter le développement d'une vie. Un schéma plus élaboré rattache cette vie au ciel bleu ou au tan gris céleste, principe créateur essentiel. Voilà qui m'intéresse. Oups. Je ne dirai pas ce que je viens de voir. Hop. C'est beau. Ces mythes sont fort nombreux et ne paraissent pas présenter des caractères fixes. Pour l'instant, c'est les plus sages, hein, c'est les plus raisonnables. Hein. Ces mythes sont fort nombreux et ne paraissent pas présenter des caractères fixes. Évoquons-en quelques-uns. Après un massacre général des Yongnu, un jeune garçon échappé à la mort est recueilli par une louve qui le nourrit et l'épouse quand il devient pubère. C'est beau. Engrossée par lui, peu avant qu'il soit tué par des chasseurs, elle se réfugie dans une caverne où elle donne naissance à des garçons qui vont former le peuple Tukiyu. Turuk, les premiers Turcs historiques qui se constituent un empire dans la Mongolie extérieure en 551 et furent détruits en 745. 40 jeunes filles, seules survivantes de leur clan, errent dans la steppe et rencontrent un chien rouge, les Amazones. Elles en font leur compagnon puis leur époux. J'adore. Au bout d'un an, 40 bébés voient le jour. Ce sont les Kirghizes, peuple turc ou turquisé du Haut-Yenisseï qui l'a parsemé d'inscriptions funéraires au 7e siècle. Putain, là je suis en planage total. J'ai pas sorti la vodka pour rien. Une nuit, un rayon de lumière descend sur un arbre. Ou deux,
qui enfle comme le ventre d'une femme enceinte. De cette grosseur naissent 5 enfants. Entre les 2 arbres, une butte de terre se forme, d'où sortent les nouveau-nés. Marco Polo, au XIIIe, connaît encore cette histoire relative à l'origine des Ouïghours, Turcs de Mongolie, successeurs des Toukhiué de Mongolie en 745 et réfugiés à Tourfan, après 840, puisqu'il relate que le premier ancêtre de ce peuple est né d'un certain champignon nourri de la sève des arbres. Putain! C'est ma théorie que j'ai inventée sans faire exprès. Je vous la lirai un jour. Ouais, je pars du principe qu'Ève était un arbre en fait. Oui, je sais, je suis dingue, mais c'est pas grave. Les légendes contemporaines sont fort semblables. Les bourriates tirent leur origine de l'union d'un chasseur avec des cygnes métamorphosés en jeunes filles. Putain, j'en reviens à la carte du monde, quoi. La carte du monde. Elle tient les attributs. En fait, c'est pas un ballon de baudruche qu'elle a là, c'est une couille et une bite en métal. Elle porte les attributs masculins et il y a un petit point blanc derrière, à côté d'elle. Je sais pas si c'est fait exprès, mais c'est là, quoi. C'est beau, c'est magnifique. Quand même, c'est- ouais, ça me confirme certains trucs. Ça me confirme certains trucs. Je suis ravie de savoir que les animaux et les hommes ont copulé il y a bien longtemps et que ah, moi j'en suis convaincue, hein. Mais bon, c'est pas grave. Je dis pas qu'il faut forcément faire le refaire, c'est parce que je dis. Et j'ai un peu cette intuition. Les légendes contemporaines sont fort semblables. Sinon, comment on explique l'existence des extratemporels qui sont mi-hommes, mi-animaux, hein. Alors, les légendes contemporaines sont fort semblables. Les bourriates tirent leur origine de l'union d'un chasseur avec des cygnes métamorphosés en jeune fille. Et c'est le principe de Zeus, hein, la transformation. Zeus, il s'incarne qu'en nuée ou en animal, hein. Ça, c'est hyper important aussi. Dans un conte kalmouk, un certain individu né d'une vache part à l'aventure et rencontre sur sa route un être né de la forêt, puis un autre issu du cristal. Oh, c'est magnifique. J'ai l'impression que pour l'instant, c'est ce que je préfère. Dans toutes les origines du monde proposées, c'est les Turcs et les Mongols qui me semblent les plus concrets et les plus réalistes. En fait. Origine des grands hommes. L'origine des grands hommes, princes, souverains, héros, est la même que celle de la tribu à laquelle ils s'identifient. Déjà dans les inscriptions de l'Orkhon, 8e siècle, le souverain turc Tukyeoui affirme qu'il est venu du ciel ou du dieu ciel. Les deux notions sont confondues. Ouais, donc déjà, c'est pas forcément... Moi qui ressemble au ciel, Tangri, qui suis venu du ciel, Tangri, Bilga Kagan, des Turcs, tout j'ai fait ceci et cela. Et aussi, moi, semblable au ciel, Tangri, institué par le ciel, Tangri. Jusqu'alors, nous ne savons rien au sujet de cette venue du ciel. Histoire secrète des Mongols. XIIIe siècle nous renseigne bien mieux. L'origine de Gengis Khan est Bort Achino, né du ciel, qui est en haut par mandat. L'épouse de celui-ci est Kaimarai. Il vient en traversant la mer, au moment où il avait fixé son camp près de la source du fleuve Onon, au mont Burkhan Khaldoun, naquit Batachi Khan. Bortachino est le loup céleste, peut-être identifiable au ciel, et en tout cas son agent. Kaimaral, c'est Zeus, c'est l'agent. Kaimaral est la biche fauve représentant peut-être la terre. Ceci est la plus vieille légende relative à l'origine céleste de Gengis Khan. Il en existe une autre, notée aussi par l'épopée mongole et par les principaux chroniqueurs médiévaux. Elle a donné lieu à de nombreux commentaires peu sérieux dans l'ensemble. Voici la version indigène,
telle que nous la trouvons dans l'histoire secrète. Sur ces entrefaites, Dobun Margan ne fut plus. Quand Dobun Margan ne fut plus, Alan Koa, quoique veuve, mit au monde 3 fils. Les enfants légitimes de Dobun Margan murmurent contre leur mère et elle se justifie. Chaque nuit, un homme jaune brillant, entrant par la lumière du trou du ciel et le sommet de la porte de la cabane, frottait mon ventre et son éclat lumineux s'y enfonçait. Quand il sortait, il rampait, tel un chien jaune, dans les raies du soleil et de la lune. À quoi bon vous répondre par des paroles? Pour qui comprend, le signe est évident que ce sont des fils du ciel. Oh putain! Abduction. Alors, Logus Namé. Mais c'est marrant, un homme jaune brillant, c'est marrant ça. Entrant par la lumière du trou du ciel. Wow. Logus Namé. L'origine de la célèbre tribu des Oghuz, dont l'ancêtre éponyme Auguste Kagan n'est pas sans rapport avec le taureau, nous est connue par l'Oghuz Namé, épopée rédigée en ouïghour de Turfan vers 1300 et remaniée en pays kirghize presque exclusivement au point de vue orthographique dans le courant du XVe siècle. Le texte est difficile et a donné lieu à de nombreuses discussions. La traduction donnée ici n'est nullement définitive pour le détail, mais semble sûre pour la ligne générale. Un certain jour, Auguste Kagan invoquait le ciel, Tengri, en un certain endroit. L'obscurité s'est faite. Une lumière bleue est descendue du ciel. Elle était plus brillante que le soleil et que la lune. Le roi Auguste a marché vers elle, et voici qu'il y avait une fille dans cette lumière. Elle était seule, elle était belle et douce. Sa tête portait un grain de beauté lumineux et semblable au feu. Elle était comme l'étoile polaire. Cette fille était si belle que Gok Tangri... Putain, j'ai peur, j'ai un grain de beauté sur le visage. Merde. Oh. Alors, cette fille était si belle que Gok Tangri, le ciel bleu, le dieu céleste, aurait ri si elle avait ri, et il aurait pleuré si elle avait pleuré. Quand Auguste l'a vue, il a presque perdu la raison. Il l'a aimée et il l'a prise. Il a couché avec elle. Oh. Il a satisfait son désir. La fille est devenue enceinte. Après des jours et des nuits, elle a accouché. Elle a mis au monde 3 enfants mâles. Ils leur ont donné les noms de Gun, soleil, au premier, de Aïe, la lune, au second, de Yildiz, étoile, au troisième. Un autre jour, Auguste Kagan est allé à la chasse. Il a vu en face de lui un arbre qui poussait au milieu d'un lac. Il y avait une fille juste devant cet arbre. Elle était seule. C'était une fille belle et agréable à regarder. Ses yeux étaient plus beaux que le ciel. Ses cheveux étaient ondulés comme ceux du fleuve. Ses dents étaient comme des perles. Elle était si belle que le genre humain sur la terre, s'il l'avait vue, aurait dit « Aïe, 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 ah, ah, nous mourrons !» Ils deviendront et resteront comme du koumis, boisson fermentée au lait. Auguste Kagan l'a vue et il a perdu aussitôt la raison. Un feu est tombé dans son cœur. Il l'a aimée et il l'a prise. Il a couché avec elle. Il a satisfait le désir qu'il avait d'elle. Elle est devenue enceinte. Après des jours et des nuits, elle a accouché. Elle a mis au monde 3 enfants. Il a donné le nom de Gok, ciel, au premier, celui de Tag, montagne, au second, et le troisième il l'a nommé Tingiz, mer. Le début de l'épopée racontait la naissance d'Auguste, complétant ainsi une cosmogonie originale. Il est perdu, et le texte commence par ces seuls mots. Qu'il soit, dirent-ils. Nous pouvons seulement affirmer que la tribu Auguste descend d'un éponyme bovin. Le héros lui-même représenté sous cette forme avec la légende « Voici son image » et d'une vierge céleste. On en revient. Elle-même en rapport étroit avec la lumière pour la branche sidérale, du même ancêtre mâle et d'une autre vierge végétale pour le groupe ciel, montagne, mer. Le verbe à l'impératif semble prouver une intervention créatrice, nullement impossible à cette date. Une remarquable indifférence.
Il ressort de ces quelques citations que le problème cosmogonique n'a guère préoccupé les Altaïques jusqu'à l'époque contemporaine. Qu'est-ce qu'on en sait? Juste, ils n'avaient pas besoin de l'écrire. En dehors des 2 lignes de la Genèse de leur cône, aucune indication relative à la formation de l'univers n'est donnée. Ce qui importe à nos chamanistes, c'est d'affirmer qu'eux-mêmes sont d'une essence supérieure. En sollicitant un peu les écrits, on peut leur faire dire qu'ils dénotent un vague souci métaphysique. Celui-ci ne va pas loin, loin, et jamais nous n'entendons poser la question: qui a fait les arbres, le loup, le taureau? Quelle est l'origine de l'existence? La conjonction de 2 principes, l'un mâle, l'autre femelle, non. La conjonction de 2 principes, l'un mâle, l'autre femelle, est généralement admise. Encore doit-on, ça veut dire qu'elle n'est pas obligatoire. Encore doit-on remarquer que ce sont là idées de l'être et de principe. Il se pourrait qu'il y ait eu 2 religions, l'une pour l'élite, la deuxième pour le vulgaire. Chez ce dernier, le matérialisme est plus grand, si on en croit Ibn Fozlan, qui, interrogeant un bashkir, baisant et priant le phallus, s'entend répondre: c'est mon seul créateur. Non mais c'est magnifique. C'est magnifique. Ah oui. Tu vénères le phallus parce que c'est ton créateur. Mais c'est le culte d'Héliogabal en fait. Le Béthyle géant. Bon. Et en fait, c'est du matérialisme, mais c'est de la religion matérialiste, mais c'est des cultes naturalistes. C'est le culte de la nature. Et il n'y a que ces cultes-là qui respectent la nature. En fait. C'est con à dire, mais bon. Ce que l'on sait du culte phallique, ou plutôt de ses survivances dans les régions islamisées, peut rendre vraisemblable cette interview. Tiens, je vais interviewer le phallus. Interview du phallus. Phallus, nous allons procéder à une interview. Qu'est-ce que ça fait Non, je vais pas faire ça maintenant. Plus tard. Un autre jour. J'ai déjà interviewé Ève. Une chose à la fois. Alors, tradition récente. Les ethnographes du 19e et du 20e siècle ont recueilli, chez les peuples turco-mongols d'Asie centrale, adhérant encore au chamanisme ancestral, un certain nombre de récits cosmogoniques. Ceux-ci présentent un intérêt limité, car ils ont été fortement influencés par le bouddhisme, le christianisme ou l'islam. Tandis que, autant que nous pouvons en juger, les croyances médiévales étaient assez uniformes, non seulement de tribu à tribu, mais de siècle en siècle, elles sont aujourd'hui fort différentes. Toutes présentent un caractère nettement créationniste. Je n'en traduirai qu'une, particulièrement importante par son ampleur, par sa référence aux Tatars de l'Altaï, par l'autorité du savant qui l'a notée, W. Radlov. Avant que la terre fût, tout était haut. La terre n'était pas, le ciel n'était pas, le soleil et la lune n'étaient pas, Dieu volait alentour. De plus, un homme volait alentour, une paire d'oies noires volait alentour. Dieu ne pensait à rien, mais l'homme, soulevant la brise, amassait les eaux et les lançait à la figure de Dieu. Non mais c'est trop beau! Cet homme avait l'ambition de se hausser à un niveau supérieur à Dieu, mais il trébucha et il tomba dans l'eau. Dans sa chute, presque étouffé, il cria: « Oh! Dieu, sauve-moi !» C'est trop beau, j'adore, c'est humoristique. Dieu répondit: « Élève-toi au-dessus de l'eau. » Aussitôt, l'homme se hissa par lui-même hors de l'eau. Dieu dit: « Qu'un rocher solide se dresse. » Et du fond de la mer, une pierre dure sortit, et sur son assise, l'homme put s'installer, et il vécut avec Dieu. C'est trop beau. Wow. Dans ma bouche, beau égale puissant. Ouais. C'est puissant. Et si je dis trop puissant, après on va croire que j'ai la grosse tête. Dieu dit: « Plonge au fin fond de la mer et apporte-moi de la glaise. » Quand l'homme fut descendu, il prit de la glaise dans sa main, et il la donna à Dieu, qui la jeta sur la surface de la mer en ordonnant: « Que ce soit la terre. » Ainsi fit-il naître la terre. Ensuite Dieu répéta: « Descends et apporte... Allez, Médor, descends et apporte-moi encore de la glaise. » En lui-même, l'homme se mit à penser:
En descendant, je prendrai soin de rapporter un peu de glaise pour mon propre usage. Il plongea au fond de l'eau, prit 2 poignées de glaise, revint. Il tendit une poignée à Dieu, mais il cacha l'autre dans sa bouche. C'est trop mignon. Il avait l'intention de fabriquer lui-même la terre, en cachette de Dieu. Dieu prit la poignée et la répandit, dit de telle sorte que le sol devienne épais. La glaise que l'homme avait cachée dans sa bouche se regonfla et le suffoqua presque. Un bruit commença dans sa gorge et il fut sur le point de mourir. Il voulut fuir et il crut fuir loin de Dieu. Mais quand il regarda autour de lui, il vit que Dieu se tenait à ses côtés. Il était quasiment étouffé. « Ah, Dieu, dit-il, sauve-moi !» Dieu lui demanda. « Qu'entendais-tu faire ? T'imaginais-tu que tu pourrais prendre cette glaise et la cacher dans ta bouche ? Pourquoi la dissimulais-tu » L'homme avoua qu'il avait pris la glaise pour fabriquer la terre. Dieu commanda, crache-la. Et ce que l'homme cracha devint de marécageuses collines. Alors Dieu dit, tu as péché, tu pensais me causer du tort. Les pensées intimes du peuple qui te sera soumis seront perverses, mais les pensées de mes sujets seront saintes. C'est beau, putain! Tu verras le soleil et la clarté. Je serai le vrai Kurbistan. Mais tu seras appelé Erlik. Les hommes qui ont dissimulé leurs péchés seront tiens. Ils seront le peuple d'Erlik. Et les hommes qui se sont abstenus de ton péché seront miens. Un arbre solitaire poussait sans rameaux, et Dieu le remarqua. Ce n'est guère plaisant, dit-il, de voir un arbre sans branches. Qu'il y ait des rameaux. 9 branches poussèrent. Au pied des 9 branches, qu'il y ait 9 hommes, et que d'eux naissent 9 races humaines. Sans vouloir faire un commentaire de ce texte, qui nous entraînerait trop loin, il faut, pour son intelligence, faire quelques remarques. L'homme initial s'appelle Kishi, c'est-à-dire du même nom que son ancêtre du 8e siècle. Ce n'est pas un humain au sens propre du terme, puisqu'au cours du récit, il se confond avec Erlik, divinité malfaisante du panthéon chamanique altaïen moderne. La suite du récit nous apprend qu'il va faire chuter la créature, en la faisant manger une nourriture qui pousse aux branches de l'arbre et à laquelle Dieu a défendu de toucher. Quoiqu'on ne nous dise rien dans ce texte au sujet de son origine, Radlov raconte par ailleurs qu'il a été créé par Tanger Kahira Khan, le plus haut des dieux à son image. Quelles qu'aient pu être les influences étrangères dans l'élaboration de ce mythe, il est hors de doute qu'elles ont profondément transformé un vieux fond de croyance qui transparaît encore. C'est clair. Et ben voilà. Et ben, c'est un beau roman, c'est une belle histoire. Alors, donc c'était la naissance du monde selon les Turcs et les Mongols. C'était super. Superbe.